Lors de mon propre dîner de remise de diplôme, devant parents et amis, mes parents se sont penchés au-dessus de la table pour m'ordonner de céder la totalité de mon héritage à ma sœur, comme si mon avenir leur appartenait. Lorsque j'ai refusé, mon père a saisi mon diplôme, a allumé son briquet et a chuchoté « Tu ne mérites pas l'argent de grand-père ». Le papier s'est recroquevillé en cendres sous les regards stupéfaits de l'assemblée, mais je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, j'ai simplement souri, je me suis levée et je suis partie, car la véritable raison de mon calme ce soir-là n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient brûler et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait la semaine suivante. Je m'appelle Manon Dubois, durant la majeure partie de ma vie, j'ai appris à me faire toute petite à table, non pas par manque d'opinion ou de courage, mais parce que dans ma famille, le silence était la langue la plus sûre. Philippe et Valérie, mes parents, adoraient l'idée d'un foyer parfait à Neuilly-sur-Seine, le genre que l'on voit sur les cartes de vœux. Chloé, ma sœur cadette, correspondait à cette image sans effort, elle était leur enfant prodige, celle qu'il habillait pour les photos, celle dont il se vantait auprès des inconnus. J'étais l'autre fille, la calme, la pragmatique, celle qu'ils oubliaient de présenter à moins qu'on ne le leur demande. En grandissant, j'ai appris exactement où était ma place. À 11 ans, j'ai traîné mon projet de robotique toute seule à travers le gymnase de l'école parce que papa avait conduit Chloé à un cours d'art à la place. À 15 ans, j'ai pris un bus de nuit pour un programme de recherche pendant que mes parents emmenaient Chloé à la Fashion Week. Et à 17 ans, lorsque j'ai remporté une bourse d'excellence nationale, j'ai scruté l'auditorium à la recherche de leur visage et je n'ai trouvé que celui de mon grand-père, debout tranquillement au fond, comme toujours. Grand-père Henri était le seul à me voir, il comprenait ma façon de penser, le fait que je n'avais pas besoin de faire du bruit pour occuper l'espace. Il m'a appris des choses simples, comment remplacer un circuit, comment lire un contrat, comment maintenir mes limites sans élever la voix. Le silence, disait-il, peut être une stratégie, pas une reddition. C'est peut-être pour cela que je ne me suis jamais rebellée. Lorsque ma mère rejetait mes réussites d'un signe de tête ou lorsque mon père insistait sur le fait que Chloé avait un avenir plus brillant, je me disais que cela n'avait pas d'importance, je me disais que je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. Mais la vérité était plus complexe. Il y avait des nuits où je restais assise dans ma chambre d'étudiante à fixer le plafond, me demandant ce que cela ferait si, juste une fois, mes parents étaient fiers de moi, pas fiers de mon silence ou du peu de problèmes que je causais, mais fiers de la femme que je devenais. Je pensais que ce soir de remise de diplôme pourrait être ce moment. J'imaginais Philippe me serrer la main, Valérie me tirer vers elle pour une photo, Chloé me taquiner comme le font les sœurs quand les caméras sont éteintes. Au lieu de cela, nous étions assis à une table polie sous des lumières dorées et j'ai senti le fossé familier se creuser entre nous. Chaque question qu'ils posaient sur mon nouvel emploi d'ingénieur logiciel comportait une pointe de mépris, comme s'ils attendaient que j'avoue ne pas le mériter. Chloé parlait de ses projets en termes vagues et extravagants, de nouveaux ateliers d'art, de voyages, d'opportunités futures qui impliquaient toujours l'argent de mes parents. Pourtant, j'essayais d'ignorer le malaise qui me tordait l'estomac. C'était ma remise de diplôme. Pour un soir, je voulais la paix, je voulais quelque chose qui ressemblât suffisamment à un souvenir de famille auquel je pourrais me raccrocher. Mais les gens révèlent leur vrai visage lorsqu'ils pensent vous posséder, et ce soir-là, mes parents ont tout révélé. La tension n'a pas explosé d'un coup, elle s'est accumulée lentement comme des nuages d'orage derrière une conversation polie. Je l'ai remarqué à la façon dont Philippe ajustait sa montre sans cesse, à la façon dont le sourire de Valérie se crispait chaque fois que quelqu'un me félicitait, et à la façon dont Chloé se penchait en arrière sur sa chaise comme si la soirée lui appartenait déjà. J'essayais de rester présente, je répondais aux questions sur mon nouveau poste, je gardais un ton léger, je buvais de l'eau pour garder les pieds sur terre, mais sous la surface, quelque chose clochait, une sorte d'anticipation, comme si tous les trois avaient répété quelque chose avant d'entrer dans ce restaurant. Cela a commencé quand la panna cotta est arrivée. Philippe s'est raclé la gorge, un son assez net pour accaparer toute la table. Il a fouillé dans sa sacoche en cuir, en a sorti une pochette marron et l'a fait glisser sur la table vers moi. « Manon, a-t-il dit, c'est important. » Valérie a croisé les bras. Chloé a coincé une boucle blonde derrière son oreille, souriant comme si elle connaissait déjà la fin d'une histoire qu'on ne m'avait même pas encore racontée. J'ai ouvert le dossier juste assez pour voir les bords, relevés financiers, détails de propriété, des documents notariés. Mon pouce s'est accéléré, je savais ce que c'était.
Philippe n'y est pas allé par 4 chemins, il ne le fait jamais. Ton grand-père te faisait confiance, a-t-il dit, mais tu as déjà un emploi stable, Chloé ne fait que commencer. Signe le transfert pour qu'elle puisse gérer l'héritage, c'est ce que fait la famille. La famille. Intéressant comme ce mot ne surgissait que lorsqu'il voulait quelque chose. J'ai gardé une voix stable, je ne signerai rien. La table est devenue silencieuse. Chloé a cligné des yeux, stupéfaite que j'ai dit non à voix haute. Les lèvres de Valérie se sont pincées en une ligne fine et critique. Philippe s'est penché en avant comme s'il ne m'avait pas bien entendu. Manon, a-t-il dit plus lentement cette fois, ne sois pas difficile, c'est pour la famille. J'ai répété, non. C'était la première fois en 24 ans que je leur disais non sans m'excuser. Le visage de Philippe a changé, confusion, puis irritation, puis quelque chose de plus sombre. Tu ne comprends pas les enjeux, a-t-il dit. Mais je comprenais. Pour une fois, je comprenais tout parfaitement. Quand Chloé a laissé échapper un petit rire méprisant, le dernier fil en moi a cassé. Elle a chuchoté, « Allez, Manon, tu n'étais même pas proche de grand-père, pourquoi t'aurais-il laissé quelque chose de réel ?» Ma gorge s'est serrée, non pas de larmes, mais de clarté. Il ne m'avait jamais vu autrement que comme un bouche-trou, quelqu'un à exploiter pour le soutien émotionnel, pour une obéissance silencieuse, pour tout ce dont ils avaient besoin. Je me suis rassise, respirant calmement, je ne signe pas, c'est alors que Philippe s'est levé, a saisi mon diplôme dans son sac et a allumé un briquet. Ses yeux ont croisé les miens, défiants, cruels, certains qu'il pouvait encore me faire plier. Tu ne mérites pas l'argent de grand-père, a-t-il dit. La flamme bleue a touché le coin du papier et toute la salle a octé alors qu'il se recroquevillait en cendres noires. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a changé, calme, stable, irréversible, pas brisé, mais éveillé. La flamme aurait dû me terrifier, elle aurait dû m'anéantir, me faire perdre le contrôle comme Philippe l'espérait. Au lieu de cela, alors que mon diplôme tombait en cendres, quelque chose en moi est devenu immobile comme un lac après que le vent soit tombé. Les invités murmuraient, les couverts s'entrechoquaient, quelqu'un a saisi son téléphone. Le sourire de Chloé a vacillé, la confusion scintillant dans ses yeux. Valérie n'a pas bougé du tout, elle m'a juste regardé, attendant que je m'effondre pour pouvoir dire que je réagissais de manière excessive. Mais je ne me suis pas effondrée. J'ai regardé les cendres dériver sur la nappe blanche et je me suis sentie légère. Des années à être négligée, rejetée, gérée comme un inconvénient, tout cela s'est cristallisé en une vérité claire, il n'y avait plus rien ici qui valait la peine d'être retenu. Philippe semblait presque déçu que je ne pleure pas, voilà ce qui arrive quand tu oublies qui te soutient, a-t-il dit. C'est drôle, je ne me souvenais pas d'une seule fois où il m'avait soutenu. Je me suis levée lentement, lissant l'ourlet de ma robe. Vous avez fini, ai-je demandé. Il a cligné des yeux, surpris par mon calme. Chloé a tendu la main comme pour saisir mon poignet. Manon, ne sois pas dramatique. J'ai reculé avant qu'elle ne me touche, sa main s'est figée en l'air. Valérie a finalement parlé, sa voix basse et froide, si tu pars maintenant, tu choisis de diviser cette famille. L'ironie m'a presque fait rire. Ils avaient divisé cette famille bien avant que j'apprenne à épeler mon propre nom. J'ai pris mon sac à main, posé ma serviette proprement sur la table et croisé leurs regards un par un. Ce n'est pas moi qui divise quoi que ce soit, ai-je dit, j'ai juste fini de faire semblant que ceci est une famille. Des exclamations ont parcouru la table, mais je ne faisais pas ça pour le spectacle, je ne jouais pas la douleur, j'avais simplement fini d'être insignifiante. Je me suis retournée et suis sortie du restaurant, mes talons claquant doucement contre le carrelage. Personne n'a suivi. Ils étaient trop stupéfaits ou trop fiers, ou les deux. Dehors, l'air de la nuit m'a enveloppé, frais, humide, apaisant. La rue sentait légèrement la pluie. Les voitures passaient à un rythme régulier. Pour la première fois de la soirée, je pouvais respirer. J'ai commandé un VTC, je me suis glissée sur la banquette arrière et j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Mes yeux n'étaient pas rouges, mes mains ne tremblaient pas. Je ressemblais à quelqu'un qui avait enfin cessé d'essayer de gagner un amour qui ne viendrait jamais. L'appartement de tante Isabelle était sombre et chaud quand je suis arrivée. Elle avait laissé la porte ouverte, une tasse sur le comptoir, des sachets de tisane à la camomille près de la bouilloire. Pas de question,
pas de pitié, juste de l'espace. Allongée sur son canapé cette nuit-là, j'ai tout repassé en boucle, non pas avec colère, mais avec compréhension. Leur cruauté n'était pas soudaine, elle était pratiquée, attendue. Et pourtant, je n'avais pas craqué. J'avais souri. J'étais partie. Parce qu'au fond, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Leur performance de ce soir n'était pas la fin de l'histoire, c'était l'erreur finale qui rendait la vérité impossible à cacher. Et la semaine suivante, au cabinet d'avocats, ils allaient enfin comprendre à quel point ils m'avaient mal jugé. Le lendemain du dîner, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de tante Isabelle, douce et chaude, comme si elle ignorait que ma vie entière avait basculé pendant la nuit. Je m'attendais à me réveiller secouée, furieuse, peut-être même le cœur brisé. Au lieu de cela, je ressentais un calme inconnu, stable, ancré, une lucidité qui rendait tout autour de moi plus clair. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Les SMS de Chloé sont arrivés en premier, courts, suffisants, dégoulinant de sentiments de droit. Merci pour la chambre, sœurette. Je la repeins en vieux rose. Ça ne te dérange pas, hein? Ce n'est pas comme si tu avais jamais aimé cette maison de toute façon. Et, essaie d'être solidaire pour une fois. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous, pas à cause des larmes, mais de la clarté, elle croyait sincèrement que la maison était déjà à elle. Puis est arrivé l'email de Philippe, long de 3 pages. Enfoui sous les accusations ingrates, égoïstes, dramatiques, se trouvait un seul message: renonce à l'héritage. Répare le gâchis que tu as causé. Sois la fille que nous voulons. J'ai fermé l'email sans le finir. Finalement, Valérie a appelé, pas pour s'excuser, pas pour demander si j'étais en sécurité. Elle s'est lancée directement dans la stratégie comme si le dîner avait été une négociation qui avait légèrement dérapé. Ton père ne le pensait pas, a-t-elle dit d'une voix larmoyante, tu sais comment il devient quand il est stressé. Signe juste, Manon. Ça ne vaut pas la peine de déchirer la famille. Mais elle était déjà déchirée. J'avais juste arrêté de prétendre que les fissures étaient des lignes décoratives dans le marbre. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je ne lui ai pas rappelé qu'ils avaient brûlé la plus grande chose que j'ai jamais gagnée. J'ai simplement raccroché, puis éteint mon téléphone complètement car il n'y avait plus qu'une seule conversation qui comptait désormais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et écrit un seul email à Maître Durand, c'est le moment. Il a répondu en quelques minutes, la semaine prochaine, cabinet du 8e arrondissement. Ils seront tous notifiés. J'ai mis l'ordinateur de côté, je me suis adossée au canapé de tante Isabelle et j'ai expiré. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas, je choisissais. La semaine s'est passée calmement, un étrange contraste avec la tempête qui se préparait en dessous. Au travail, je me suis concentrée sur les revues de code et la planification de projets, me glissant dans la partie de ma vie qui avait réellement du sens. Le soir, je restais chez tante Isabelle, buvant du thé, les dents pour de petites tâches, regardant de vieux films. Elle ne m'a pas poussée à parler. Elle s'est juste assise avec moi, une encre silencieuse dans un monde qui avait basculé sur son axe. Ton grand-père a vu cela venir, m'a-t-elle dit un soir, il te faisait confiance pour une raison. J'ai hoché la tête, bien que le poids de cette confiance pesât lourd sur ma poitrine. Lorsque le jour est enfin arrivé, je suis allée à Paris tôt. Le ciel était sans nuages, lumineux, presque moqueur. Je me suis garée devant le cabinet d'avocat, j'ai lissé mon blazer et je suis entrée. Le hall sentait légèrement le bois ciré et le citron. Maître Durand m'a accueilli d'un hochement de tête solennel. Ils sont en route, a-t-il dit, êtes-vous prête? Je suis prête depuis des années, ai-je répondu. Nous sommes entrés ensemble dans la salle de conférence, une longue table, de hautes fenêtres, des chaises en cuir trop rigides pour être confortables. Au centre reposait une pile de documents soigneusement reliés, le poids d'un héritage entier scellé dans des pages blanches et propres. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Philippe est entré le premier, la mâchoire serrée, les yeux vifs d'indignation. Valérie a suivi, l'expression pincée comme si elle se préparait à être embarrassée. Chloé marchait derrière eux, téléphone à la main, lunettes de soleil perchées sur la tête comme si elle allait à un brunch plutôt qu'à une procédure légale. Elle s'est figée en me voyant. Sérieusement, a-t-elle marmonné, tu penses vraiment que ça va changer quelque chose?
Je n'ai pas répondu. Ils se sont assis en face de moi. Une division parfaite, une métaphore parfaite. Maître Durand a commencé sans cérémonie, comme indiqué dans le testament officiel de Monsieur Henri Dubois. La pièce s'est figée. Même l'air semblait retenir son souffle. Il a lu ligne après ligne, détails, dates, signatures, témoignages, et puis la partie qu'il n'attendait jamais, la totalité de la succession, y compris toutes les propriétés, investissements et parts de l'entreprise, doit être transférée uniquement à sa petite-fille, Manon Dubois. Les lèvres de Valérie se sont entr'ouvertes. La mâchoire de Chloé est tombée. Philippe s'est penché brusquement en avant. « C'est impossible », a-t-il claqué, « il a promis. » Non, a interrompu calmement Maître Durand, il ne l'a pas fait. Chloé a frappé du poing sur la table. « J'ai déjà versé un acompte pour un atelier d'artiste. Tu ne peux pas juste. » Je l'ai regardé, stable et sans ciller, « Ce n'est pas à toi de le dépenser. » Elle a secoué la tête. « Tu n'aimes même pas la maison, tu ne te soucies même pas de l'entreprise de grand-père. » Elle n'avait aucune idée à quel point je m'en souciais. Combien d'étés j'avais passé en stage, regardant tranquillement l'entreprise glisser sous une mauvaise direction. Combien de nuits grand-père et moi avions passé ensemble à examiner des plans et des idées qu'il n'a jamais pu mettre en œuvre. Philippe a essayé à nouveau, s'appuyant sur la force qu'il avait utilisée toute ma vie. « Tu es trop jeune pour gérer tout ça, tu vas tout gâcher. » Chloé est une enfant gâtée, dis-je, ma voix calme mais plus tranchante qu'un cri, et c'est vous qui lui avez appris à l'être. Le silence qui a suivi était épais, lourd, révélateur. Puis Maître Durand a cliqué sur une télécommande. J'ai une dernière chose à montrer. Une vidéo est apparue sur l'écran. Grand-père était assis dans son bureau, frêle mais les yeux toujours vifs. Si vous regardez ceci, a-t-il commencé, cela signifie que Manon a tenu sa promesse de garder le silence jusqu'à ce que la vérité puisse parler d'elle-même. Valérie a couvert sa bouche. Philippe fixait l'écran, figé. Chloé a chuchoté, « Non. » Grand-père a continué, « Je vous ai vu rejeter ses accomplissements. Je vous ai vu célébrer un enfant tout en ignorant l'autre. J'ai vu Manon devenir forte d'une manière que vous n'avez jamais pris la peine de voir. » La pièce vibrait de tension. Personne ne respirait. « Et je lui laisse tout, » a-t-il dit, « parce que la force doit être respectée, pas exploitée. » La vidéo s'est terminée. Le silence a enflé comme une marée. Je me suis levée, posant mes mains légèrement sur la table. Ce n'était pas une vengeance, ai-je dit, c'était la justice. Et ceci, j'ai fait un geste vers les contrats, c'est moi me choisissant moi-même. Le visage de Philippe s'est effondré, non pas de remords, mais avec la réalisation que le contrôle lui glissait entre les doigts. Valérie a baissé les yeux, les larmes au bord des cils. Chloé a couvert son visage, secouant la tête alors que son avenir se réécrivait en temps réel. J'ai rassemblé les documents que Maître Durand m'a tendus, je les ai glissés dans mon dossier et j'ai reculé de la table. Tu as brûlé mon diplôme, ai-je dit à Philippe, mais tu n'as pas brûlé mon avenir. Personne n'a parlé. Personne n'a osé. Je suis sortie du bureau sous le soleil éclatant et, pour la première fois de ma vie, la lumière me semblait réellement chaude. 3 mois ont passé et le monde semblait différent, plus calme, plus léger, le mien. J'ai déménagé dans un petit appartement moderne à Sophia Antipolis, assez proche pour aller à pied ou à vélo au parc technologique chaque matin. L'endroit n'était pas grand, mais il semblait sûr d'une manière qu'aucun lieu de mon enfance ne l'avait jamais été. Une seule photo encadrée trônait sur mon bureau, grand-père et moi dans le jardin, tous deux riant de quelque chose dont nous seuls nous souvenions. Le travail a changé aussi. J'ai pris un rôle de direction dans l'entreprise, reconstruisant la structure de l'intérieur. Pas de politique, pas de népotisme, juste de la compétence. Les gens semblaient respirer plus facilement. Les employés qui semblaient autrefois vaincus me regardaient maintenant avec des yeux stables et pleins d'espoir. Je n'ai plus jamais entendu parler de ma famille. Pas un appel, pas un email, pas même un message de Chloé, qui était autrefois incapable de rester silencieuse plus d'1 heure. Et étrangement, il ne me manquait pas. Ce que je ressentais, c'était la paix, stable, honnête, méritée. Le soir, je restais sur mon balcon à regarder les lumières de la Côte d'Azur scintiller comme des étoiles lointaines. Pour une fois, mon esprit ne s'emballait pas.
Je ne me demandais pas ce que j'avais fait de mal ou ce que je devais réparer. Je ne me rapetissais plus pour m'adapter au confort de quelqu'un d'autre. J'étais enfin entré dans une vie où je n'avais pas à demander la permission d'exister. Parfois, je repense à cette nuit-là, aux flammes, au silence, à la façon dont je suis sorti sans me retourner. Mais maintenant, debout sur mon balcon avec la brise méditerranéenne qui me frôle, je comprends quelque chose que grand-père a essayé de m'apprendre tout au long. La force n'est pas bruyante. C'est se choisir soi-même même quand personne n'applaudit. Ma famille a perdu le contrôle au moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation. Si cette histoire résonne en vous, partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de véritables drames familiaux. Vous n'êtes pas seul.